sommes le jeudi 26 septembre 2024, ici Dingue Julien et votre bulletin d'information Info CJSR. Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine, sera des nôtres pour discuter de plusieurs dossiers. Arthur Bordelot nous offre un reportage sur la journée porte ouverte du centre d'expertise biomasse provincial situé à Saint-Marc-des-Carrières. Le pont Tessier de Saint-Raymond accepte maintenant la circulation double sens. On en parle avec Claude Duplain. Et finalement, on parle de plusieurs événements qui ont eu lieu la dernière fin de semaine dans Port-Neuf, tels que le Festival du Vin. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'Info CJSR en ce 26 septembre. J'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On a parlé ensemble des travaux sur le pont de la route de Fossambeau, également des développements résidentiels qui sont soit en construction ou à venir dans la ville. Voici donc cette entrevue. On est présentement avec le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, M. Pierre Delbecq. Bonjour, M. Delbecq. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien, merci. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. On parle des développements à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur les travaux sur le pont de la route de Fossambeau. Oui, et des derniers mois même. Ouais. Vous disiez en conseil de ville cette semaine que vers début octobre, la circulation va pouvoir reprendre des deux côtés. Oui, je l'ai annoncé après le conseil d'ailleurs, parce que j'ai toujours mon mot de fin, que j'ai annoncé aux citoyens que je les remerciais premièrement pour leur degré de tolérance, etc., mais que le 9 octobre en soi, on récupère les deux voies, sans entrave. Donc ça, je pense que c'est une méchante bonne nouvelle. Puis le 15 octobre, c'est supposé être fini. Dans le contrat, c'est le 15 octobre, c'est fini. Puis s'ils n'ont pas fini au 15 octobre, c'est les amendes qui commencent. OK. Et puis, au niveau de ces travaux-là, ça a pris quand même beaucoup de temps. Il y a eu, justement, c'est le ministère des Transports qui s'en occupait. Est-ce qu'il y a la collaboration avec le ministère des Transports? Je te dirais très moyenne. OK. C'est... L'année passée, quand on a fait le pont, c'était en dessous, puis c'est nous autres qui étions le maître d'œuvre, ça a été un charme. Et pourtant, on avait des entraves aussi. Eux autres, depuis le jour 1 jusqu'à un matin, en plus de ça, on a des files d'attente d'automobiles. L'alternance quand ils ne sont pas supposés en faire. Tu sais, une alternance à 3 heures de l'après-midi à Sainte-Catherine avec 22 000 chars, on sait ce que ça veut dire. Là. On a des journées que le trafic a reculé jusqu'à Grand Capsa de bord, puis jusqu'à passer l'hôtel du Chêné de l'autre bord. C'est inconcevable. Tu essaies de leur parler, ils ne te donnent pas de réponse, ils ne retournent pas tes choses. Moi, j'en ai fait mon deuil de toute façon. Là. Je passe par Simon qui se trouvait être mon chargé de projet, puis quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je parle à Simon. C'est Simon qui envoie les courriels de bêtises. Là. Je pense qu'on doit être rendu à 5-6. OK. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Là? Ah, définitivement. Premièrement, il n'y a pas de communication. Si nous donnons le score juste, on pourrait aviser nos citoyens. Il y a une couple de places qui ont réellement eu des problèmes. Là, ils nous l'ont dit, puis on a avisé les citoyens, arrangez-vous donc pour avoir des blocs d'heures pour partir. Voici ce qui va arriver. C'est arrivé une fois, ça n'a pas été le numéro 1, mais au moins, c'était beaucoup moins pire à 50-55 %. On dirait qu'ils font le bébel, puis ils se foutent du reste.
Alors ça, c'est pour le dossier Dupont. On va aller dans un dossier, c'est encore un peu lié avec la circulation, mais c'était dans le secteur de la rue Montcalm. Oui. Depuis plusieurs années, il y a eu d'action dans la sablière qui est située là. Beaucoup de véhicules poids lourds qui circulaient, et ça aussi pour les citoyens qui habitent dans le secteur, c'était quelque chose. Il y a des développements dans ce dossier-là. Oui, il faut comprendre que nous autres, on avait anciennement une sablière qu'on avait réussi à se débarrasser. Puis je pense qu'un an et demi après, les gens qui étaient propriétaires de cette sablière-là, qui ne l'opéraient plus, l'ont réouvert. Au début, c'était pas si pire, mais là, il y a eu le retour de la pandémie, la reprise un peu des chantiers, puis tout ça. Puis cette sablière-là sert beaucoup pour des projets à Québec. On sait ce qui est arrivé avec Québec, avec toute l'explosion des bâtiments, logements, etc. L'augmentation du nombre de véhicules était aberrante. Puis c'est tout du 10 roues. Même du 12 roues dans certains cas. Le jour, c'était un moindre mal quand il fait beau, mais du moment qu'il commençait à pleuvoir quoi que ce soit, c'était de la boîte partout sur Montcalm. Donc, morale de l'histoire, les citoyens n'avaient plus de qualité de vie pour 2 cents. Quand c'était pas en poussière, c'était à boîte. Quand c'était pas en boîte, c'était d'autres choses. Donc, on a commencé à parler un peu avec les propriétaires pour voir s'il y avait une ouverture. Pouvez-vous ralentir le nombre de camions? Pouvez-vous? Bon, au début, je te dirais que c'était un peu statu quo. À force de se rencontrer, ils ont démontré effectivement une certaine ouverture, puis ils ont ralenti un peu. Puis là, on s'est revus, puis ils sont arrivés avec un projet. Ils ont dit, on aimerait ça, faire un projet domiciliaire là. Si vous acceptez, on va fermer la sablière, parce que c'est là qu'on le ferait. OK. Pas besoin de te dire que j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Là. Pour moi, j'avais un plateau d'argent, j'avais la solution pour fermer la sablière. Mais il y avait il fallait changer de zonage, il y avait quelque chose à faire. C'est-tu bien compliqué de changer de zonage d'une sablière comme ça? Je vais t'avouer honnêtement que la MRC a été très coopérative dans ce dossier-là. Parce que normalement, un changement de zonage, non indépendant de l'utilité que tu vas changer, le processus est assez lourd. Mais ils ont été bons. C'est vrai que Pascal a mis bien de la pression, là. Puis moi, je vais au Conseil des maires régulièrement. Naturellement, quand j'étais là, j'allais voir les gens à l'urbanisme. Bref, pour faire une histoire courte, ça a été bien. On a rencontré les gens après, on leur a dit le zonage est correct. Ils ont dit parfait, on va embarquer. Fait que depuis ce temps-là, on s'est en allé avec nous autres. Le processus c'est nous autres, il faut que tout ça passe au niveau du Conseil de ville. Là, on est rendu à l'avant-dernière phase, elle est faite. Puis la dernière est dans 2 semaines. Une fois ça fait, je me rassieds avec les promoteurs. Puis on finalise l'entente avec eux autres. C'est un projet d'à peu près 70, 72 maisons. Comme je te dis, c'est pas signé officiellement, il y a une entente de principe, mais ils ne reculeront pas, je suis convaincu de ça, ils sont réellement corrects. Ils ont démontré une belle ouverture. Donc ça avance dans ce dossier-là? Oui, ça avance définitivement très bien. Et là, quand on parle de 70-72 maisons potentielles, il y a des municipalités qui pourraient dire c'est énorme comme projet. Pour Sainte-Catherine, on envoie des projets comme ça. J'aimerais peut-être que vous me parliez des développements qui sont à surveiller dans votre... Je vais t'en donner quelques-uns. En tout cas, il y en a que je peux pas donner de détails. Il y en a d'autres que je suis capable. Vois-tu, actuellement, sur des Catherine, travaux en cours, on a 72 logements. C'est drôle parce que le gars, lui, faisait ça sur 3 phases originalement. Il avait une phase au début de l'été. Quand il est arrivé à son premier 24 de fête, il avait même pas... il était rendu aux 3/4 de lever à bâtisse, il était tout loué. Okay. Il est revenu au centre technique. Il a demandé ses 2 autres permis pour les 2 autres. Il va finir tout ça d'ici la fin de 2024-2025. Travaux en cours. On a 250 logements sur un horizon de 15 ans. 2025, 68, 38 en 2028, 96 en 2038, de 2030 à 2038, puis 48 de 2030 à 2038 aussi, par phase. Coin de la Tourbière, c'est 8 logements d'ici 2025. Ça, c'est des confirmés avec les plans. Quand c'est marqué plan préliminaire sur ma liste, là, ça veut dire que c'est canné. Avenue des Catherines, autorisée par la Ville, 36 logements, 6 en construction, 30 à construire pour 2026, occupation. Boisé Natura, phase 1, 98 163 logements qui étaient à faire. Boisé Natura, phase 2, 40 sur 174 logements de fait, il en reste 106. Phase 3, 96 logements début de 2026. Des Catherine, 200 propriétaires plan préliminaire, 97 sur la phase 1, plus ou moins 91 sur la phase 2. Osmond, Catherine, 10 logements. Projet secteur nord. Lui, je ne veux pas donner trop de détails parce que le monde va paniquer, là. Mais on parle d'approximativement 600 logements, mais c'est un paquet d'années. C'est loin. Et la fameuse sablière Montcalm qu'on vient de parler, qu'il y a 70-72.
Donc, c'est beaucoup de monde qui vont venir supplémentaires à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ouais. Donc, j'imagine que vous êtes content de voir aussi qu'en prévision de ça, il y a une école secondaire qui se bâtit. Ouais, ben, l'école secondaire est planifiée pour 2028. Actuellement, elle est en processus. C'est toute partie. Les appels d'offres sont lancés de leur côté. Il faut dire que j'ai une très belle communication avec le centre de service scolaire, avec Pierre Lapointe. C'est le numéro 1. On travaille réellement ensemble. Là. Il me donne du feedback au fur et à mesure que ça avance. J'ai pas de surprise jusqu'à la date. La seule surprise qu'on a eue, on est obligé d'acquérir un deuxième terrain parce que leur planification d'enfants a monté. Ouais. Nous, on avait planifié un terrain avec 500 kek, ils ont monté à 600 kek, puis là, ils sont rendus à 930 kek, 932. Donc beaucoup plus d'enfants que pratiquement le double. Pierre m'a dit qu'il est en processus actuellement de faire une demande au ministère pour qu'il planifie de monter à 1300 parce que d'après les travaux démographiques qu'ils font, quand ils vont en rouvrir en 2016, il est plein. Okay. Ça, là, j'ai Val-Belair là-dedans, Shannon. Pierre m'a dit, en plus de ça, que si réellement ça continue de même, il ne pourra pas servir Val-Belair et Shannon à partir de chez nous. Ça va être seulement à Sainte-Catherine. Puis on a les 2 écoles primaires, c'est Denis Garneau, puis l'école des explorateurs qui vont être en agrandissement actuellement. Les roulettes de chantier sont là. Ça donne une idée du boom démographique qu'on a chez nous. C'est réellement malade. Là. Tantôt, on parlait du MTQ. C'est pas dans tout. C'est le pont qui était problématique. Mais on a des beaux projets avec le MTQ. On a un arc de virage en face de la route du parc industriel. Oui. Il y a des belles choses qui s'en viennent avec eux autres. Mais le pont, ça a été une catastrophe. C'est plate à dire. Là. Puis je pense que vous commencez à me connaître. Là, quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est pas beau, c'est pas beau. Si j'ai des fleurs à lancer, je le fais. Sinon, les pots viennent. Puis justement, là, quand vous êtes avec le MTQ, évidemment, il y a des infrastructures qui vont devoir être modifiées ou créées là, avec tout le boom démographique que vous êtes. Oui, bien, on parle d'agrandir notre boulevard urbain. Ça, c'est sur la planche à dessin. On a toujours la continuité de la rue des Catherines pour s'en aller sur Jacques-Cartier. C'est dans la planche à dessin. D'ailleurs, nous autres, on va commencer nos travaux sur le long de Jacques-Cartier pour agrandir les espèces d'accès. Non, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à Sainte-Cat. On travaille à l'intérieur, nous autres, le plus de nos moyens. Ouais. Moi, quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, mais arrête de parler du MTQ. » Bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ma route centrale, c'est le MTQ. Ouais. Fait qu'il faut que je m'en accommode. Puis Jacques-Cartier, naturellement, c'est une route routée aussi, numérotée aussi. Mais ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'arrange que ça fonctionne bien. J'ai une bonne relation globalement parlant avec eux autres. Le pont, on a parlé du pont spécifiquement, mais dans l'ensemble, j'ai pas un mot à dire. Ça va bien. Des fois, on s'accroche un peu, puis c'est normal. Moi, j'ai mes intérêts, puis eux autres, ils ont les leurs. Mais il y a eu récemment, je te dirais depuis à peu près 1 an, quand on a repris le dossier de l'arc de virage, des choses de même, c'est eux autres qui sont arrivés avec l'agrandissement du boulevard urbain. C'est même pas nous autres qui l'ont demandé. Fait que, il y a un changement de mentalité un petit peu avec nous autres. Je vois que le temps file, M. Delbecq, dans l'émission. J'aimerais peut-être rapidement le dossier Canadien de Terreur à Sainte-Catherine. Est-ce que c'est mort, ça? Non, pas du tout. C'est pas mort, pas tout. C'est drôle là, pour ça, parce que matin, j'en parlais avec Pascal. On a eu des communications avec une personne tierce. Le dossier est très vivant, il n'y a aucun problème. Le problème qu'on a, c'est que la personne qui était notre personne contact était en congé de maladie. C'est pour ça qu'on n'avait pas trop de nouvelles. Okay. Là, il est revenu. Pascal, il a laissé un message. Il a parlé, par contre, à la vice-présidente de l'Est, parce qu'on a le contact direct. Mais définitivement, ça va venir. Il y en a il y a des rumeurs qui disent que quand Donnacona va être fini, ça va être chez nous. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que c'est chez nous, puis ça s'en vient. Super. Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, merci d'être passé en studio. Un gros merci. Ça fait toujours plaisir. Merci. A accueilli le réalisateur et la distribution du film Le Grand Vide vendredi le 20 septembre dernier. Ce fut l'occasion pour les acteurs de parler de leur expérience dans ce film qui traite de l'alcoolisme et des problèmes sociaux qui peuvent être vécus par plusieurs. L'acteur principal de ce film, M. Jean Drolette, s'est exprimé au sujet de son rôle dans le film lors de la première. Voici ce qu'il avait à dire. C'est une quête, oui, c'est une quête. En fait,
Je pense que c'est tout le monde qui vit une quête au un moment dans sa vie, ou peut-être même toute sa vie. Il cherche toujours à atteindre un objectif. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il manque le bateau. Il faut toujours chercher quelque chose. Mais lui, il vit des problèmes qui ne sont pas les miens en passant. Je ne suis pas alcoolo, pas du tout. Je ne consomme pas. Donc, pour moi, c'était déjà une difficulté, un coefficient un petit peu plus élevé. Mais autour de moi, il y a des gens qui consomment. Puis de très près, j'en ai connu dans le passé. Fait que donc, j'ai vécu cette expérience-là comme pour détruire des fantômes qui m'habitent continuellement, parce que j'ai vu des événements avec des gens très près qui vivaient ça. Fait que donc, il fallait prendre leur place, mais je les ai sentis, on les sent, vous le savez, vous voyez des gens autour de vous qui vivent des choses, puis vous sentez comment est-ce qu'ils sont malheureux ou est-ce qu'ils sont inconfortables. Donc, à un moment donné, on s'identifie. En s'identifiant, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, bien, on devient ce personnage-là. Puis, mais encore une fois, je ramène le scénario. On a toujours la possibilité de faire autrement. Et puis, on trouve une rédemption au travers de ça, pour nos fantômes. François Léveillé, qui fait également partie de la distribution du film, était bien heureux d'avoir un rôle différent des autres rôles qu'il a eu dans sa carrière. Le voici. Ça, vraiment, j'ai été vraiment touché quand j'ai reçu le scénario, parce que j'ai fait « Ah, enfin! » Tu sais, c'est un aidant naturel un peu, c'est quelqu'un qui est préoccupé par la santé de son frère, par son état psychologique, par sa vie de couple aussi, par le fait que son fils, je suis très impliqué aussi avec son fils, vous allez le voir dans le film, je n'en dis pas plus. Oui, on arrête ça là. Dans le petit gêne. Et donc, c'est un rôle qui me touche beaucoup parce que ça montre un aspect de ma personnalité de jeu que je ne pouvais pas montrer avant. Ouais. Il s'agissait de la deuxième fois cette année où les acteurs d'un film québécois se déplaçaient au cinéma Alouette pour présenter leur film. Le pont-essier de la ville de Saint-Raymond est maintenant accessible à la circulation en provenance des deux côtés. Ce changement est effectif depuis vendredi dernier. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le maire Claude Duplain. On est présentement avec le maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, en face du pont-essier de Saint-Raymond. Bonjour, M. Duplain. Salut, Link, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. On parle de la nouvelle signalisation, en fait, des nouvelles réglementations qui ont été faites ici là, pour le pont-essier. On est de retour avec l'ancienne réglementation, qui est à dire de faire passer les autos des deux sens. Parlez-nous un peu là, de qu'est-ce qui a mené à cette décision-là du conseil municipal. Écoute, après avoir observé la situation à Saint-Raymond par rapport au trafic, on a vu dans les dernières semaines que le trafic s'amplifie dans les rues Saint-Joseph et on avait déjà, pour aider le trafic du Rang-du-Nord, mis ça à sens unique vers le sud le samedi puis l'été pour réussir à vider mieux le Rang-du-Nord. Mais pendant la semaine, on voyait une problématique où on aurait pu aider en mettant le pont vers le nord. Il a été décidé, après observation, de pouvoir mettre dans les deux sens comme il était avant. Okay? Ça demande un changement radical dans les habitudes des gens. On sait que ça va porter un lot de comportements pas toujours valable selon les automobilistes. Il va falloir qu'ils s'habituent. Mais on veut revenir à ce que c'était avant. À venir jusqu'ici, pour moi, ça apporte, et les gens sont contents. Okay? Sauf qu'on voit que ça amène quelques problématiques dans la signalisation. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une signalisation standard par rapport à ce qui se fait normalement avec le ministère des Transports par rapport à la circulation. Là, maintenant, on s'aperçoit, ça fait déjà une semaine que c'est là, on s'aperçoit qu'il va falloir là, éduquer les gens et mettre une signalisation avec plus d'amplitude pour que les gens soient plus respectueux de la façon dont le pont doit fonctionner. Parce que vous devez faire un stop à chaque entrée du pont, à savoir s'il y en a un qui est engagé ou pas avant de vous engager. Et ça va amener aussi, tu vois, j'ai déjà eu des commentaires sur peut-être une signalisation par rapport aux piétons. Sur le pont. Et justement, il y a quand même les enjeux. Vous dites qu'il faut faire un stop. En ce moment, la signalisation, c'est d'essayer le passage là, qui sont mis en place. On est là depuis une quinzaine de minutes. On a vu des gens qui le font, d'autres qui le font pas. Justement, vous parlez, là, il faut sensibiliser les gens à le faire.
il y a peut-être aussi du côté là, du Rendu Nord, la montée est peut-être un peu plus à pic, c'est peut-être un peu plus dur de voir. Est-ce que vous avez pris ça en considération là, dans votre décision? Oui, on a pris ça en considération parce que c'est un peu plus à pic, oui, mais si vous faites attention puis que vous faites votre arrêt, vous voyez très bien s'il y a un char. Puis pour l'avoir utilisé moi-même plusieurs fois en fin de semaine pour voir comment ça allait, si vous prenez le temps d'arrêter, de regarder s'il y a quelqu'un qui est engagé sur le pont, c'est facile de voir là s'il y a quelqu'un ou pas. Et déjà en fin de semaine, quand je l'ai pris, tu vois, on est arrivé 2 en même temps, OK, à chaque bout du pont. Et la personne du côté sud m'a signalé avec ses hautes, vas-y. OK? Donc, je suis passé, puis il est passé à vrai. Et ce que ça libère aussi, c'est que vous pouvez avoir des fois 2-3 camions qui sont 2-3 autos ou camions qui sont un derrière l'autre. Mais quand il y en a un premier qui passe, les 3 en profitent pour passer, puis l'autre attend, puis passe après. Moi, en fin de semaine, j'ai pas vu aucun problème. On sait qu'il y en a. J'ai déjà eu des commentaires, mais ça va falloir. C'est pas du jour au lendemain quand vous faites une nouvelle signalisation que tout le monde est au courant, que tout le monde sait comment l'employer. Donc, on va avoir là, des choses à faire. Déjà, j'ai des idées là, que peut-être qu'on pourra faire de marquages supplémentaires sur l'asphalte pour dire aux gens arrêtez de signaler les 2 voies. Peut-être qu'il y a des choses de même qu'il faut leur faire. Là. Et une autre chose qui est quand même encourageante, c'est que c'est le fait depuis vendredi dernier. Oui. On voit déjà que les gens ont eu le message et on a vu des gens se traverser des 2 côtés du pont. Donc à ce niveau-là, on sait qu'on peut le faire. Maintenant, c'est peut-être comment le faire là, qui reste à affignoler le tout. C'est une signalisation qu'il faut que les gens apprennent à respecter. On ne peut pas les tenir par la main, mais on peut leur donner l'information. Puis il va falloir, là, peut-être, on a pensé dans la prochaine fin de semaine, que quelqu'un soit là pour voir comment ça se passe et dire aux gens, regardez, il y a une ligne centrale. Là. On a vu tantôt, là, quand je suis arrivé, vous étiez là, il y a une ligne centrale et le monde s'en vient dans le milieu du chemin. Non, il y a une ligne. Là. Respectez la ligne, puis il va falloir que les gens apprennent à respecter la signalisation. C'est tout. Merci beaucoup, M. Duplain. Merci. Salut. Au retour de la pause, un reportage sur le symposium de Rivière-à-Pierre haut en couleur. Restez des nôtres. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Présidé par l'artiste Gaétane Saint-Laurent cette année, le symposium haut en couleur de Rivière-à-Pierre, encore une fois, a bénéficié d'une belle température, une belle fin de semaine pour plaire aux amateurs d'art visuel. J'étais sur place, je me suis entretenu avec les artistes et avec l'organisation. Voici mon reportage. Le symposium haut en couleur de Rivière-à-Pierre tenait sa 19e édition cette fin de semaine, les 21 et 22 septembre 2024. À nouveau situé sur le site des Chutes de la Marmite, plusieurs artistes ont profité du beau temps pour présenter leur œuvre. Les artistes proviennent de plusieurs régions du Québec. On entend le président du comité organisateur du symposium, Mathieu Saint-Laurent. Alors pour cette année, on a eu l'augmentation que j'espérais avoir. On a 15 artistes présents sur le site. Et on a des artistes d'endroits très variés, des artistes de la Mauricie, des artistes de Plessisville, Québec, Stoneham, du comté, bien sûr, Rivière-à-Pierre. On a vraiment une belle panoplie d'artistes diversifiés cette année. Comme à chaque édition, les amateurs d'art se rendant au symposium avaient la chance de gagner une œuvre d'art offerte par la présidente d'honneur. Cette année, c'est Madame Gaétane Saint-Laurent de Stoneham qui a occupé le rôle. Nous avons discuté avec elle. L'année passée, j'ai assisté au symposium ici comme artiste. Je voulais découvrir le symposium haut en couleur, haut pour vraiment haut. Et de fil en aiguille, probablement que, vu que je suis quand même assez connue, les gens ont regardé mon cheminement, mon CV, et ont considéré que je pourrais peut-être être la présidente d'honneur et apporter
un plus, autre chose à leur symposium. Et c'est comme ça. J'ai accepté avec beaucoup de bonheur parce que c'est vraiment un honneur. Hein? Oui. Oui. Bien, écoutez, quand on m'a dit il faut que vous avoir une toile de vous pour le tirage, oups, écoute, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire qui représente justement le symposium? Et effectivement, bien, c'est la chute. C'est la chute qui s'appelle La Marmite. Et pourquoi j'ai peint et j'ai donné le titre Le feu dans la marmite, c'est qu'en mettant des couleurs vives, des couleurs de feu, mais pour moi, c'est pas le feu en forêt, là. C'est vraiment les couleurs qui représentent une chaleur qu'on ressent justement dans le symposium. Alors, c'est pour ça que ce sujet-là, moi, je trouve qu'il représente bien haut en couleurs. Parlez-nous un peu de votre style, parce que là, je vois derrière vous, on va justement avec, oui, des paysages, des animaux. Comment vous décrit comme ma discipline indisciplinée. Parce que, étant professeur depuis plusieurs années, j'enseigne la peinture à l'huile, je fais autre chose, mais j'enseigne la peinture à l'huile. J'ai besoin de connaître et d'être capable d'enseigner différentes façons, différents styles, différents sujets. Et puis, comme je vous dis, je suis un indiscipliné un peu partout. Ça fait que tout m'attire, tout me plaît, j'essaie. Et finalement, la réussite que ça donne, bien, vous le voyez en arrière de moi. En fait, Mme Saint-Laurent, c'est une artiste hors pair. Elle a un CV incroyable au niveau de toutes ses réalisations. Et par ailleurs, Mme Saint-Laurent a reçu un prix à l'Assemblée nationale pour ses créations et sa créativité. C'est une professeure de peinture de longues années, donc c'est sûr qu'une artiste avec autant d'années d'expérience ne pouvait pas passer inaperçue au symposium. Puis on aime beaucoup le processus créatif auquel elle adhère. Elle est très créative, elle est originale, puis elle est en symbiose avec la nature. Et justement, la nature était de votre côté, parce qu'il a fait beau là, en fin de semaine. Est-ce que vous avez eu justement là, le nombre de visiteurs que vous espériez? Au-delà du nombre que je m'attendais, on a vraiment eu la température de notre côté. Il a fait chaud, il a fait beau, puis les gens, ça les a forcés un petit peu à prendre l'air. Puis il y avait plusieurs événements en même temps. Je me suis dit, peut-être qu'on va en avoir moins avec les autres événements, mais pas du tout. Les gens ont vraiment poursuivi leur route et se sont rendus ici, de sorte qu'on a eu un achalandage. Plusieurs autres artistes étaient sur place. Beaucoup avaient des styles différents. Voici Marjolaine Barbin de Plessisville. Moi, je viens de Plessisville. C'est une ville qui est proche de Victoriaville, dans le centre du Québec. Qu'est-ce qui vous a amené au symposium de Rivière-à-Pierre? Moi, c'est que j'avais une copine à moi qui était originaire de Rivière-à-Pierre à l'époque, puis on était venus en visiteur, mais ça remonte à loin parce qu'à l'époque, il y avait encore le chalet ici sur place. Et puis là, par les réseaux sociaux, j'ai appliqué pour ma candidature. Et puis là, on a été sélectionnés. Fait que c'est comme ça que je me présente pour la première année ici à ce magnifique endroit. Et vous faites beaucoup de paysages. Bon, on se parlait avant l'entrevue. Vous réinterprétez des lieux qu'on connaît bien à Portneuf, comme le parc de Saint-Alban, par exemple. Oui, tout à fait. Comme ici, ce qu'on peut voir, c'est ça. C'est que moi, je suis allée me promener à Saint-Alban. J'ai vu l'ancienne centrale hydroélectrique qui ont démantelé. C'est maintenant un endroit touristique. Puis moi, je compose. L'élément principal, je l'ai pris en photo, je le reproduis, mais je mets l'atmosphère qui... Parce que si on y va, c'est vraiment pas des armatures, c'est vraiment des branchages, des quenouilles. Moi, je transforme un petit peu l'atmosphère. Je peux changer la saison, je peux changer les ciels, mais il y a toujours un élément qui m'a plu dans ce que je peux visiter. Le symposium de Rivière-à-Pierre est fier de son achalandage pour sa 19e édition. C'était Délègue Julien pour CJSR. Saint-Léonard de Portneuf a présenté le Festival du lin ce week-end après plusieurs années d'inactivité. Des spectacles de musique et d'improvisation ont été offerts aux spectateurs ainsi que des ateliers pour découvrir comment ça fonctionnait, le travail du lin. J'ai parlé avec l'organisateur Mathieu Fecteau à ce sujet. Voici l'entrevue réalisée. Alors aujourd'hui, dans le cadre du retour du Festival du lin pour le 125e anniversaire de la ville, on a remonté vraiment toutes les étapes de transformation du lin à l'ancienne pour montrer vraiment comment ça se faisait à l'époque. Alors c'est un peu comme les gens le faisaient là, il y a 50 ans de ça pour le 75e anniversaire de la ville où il avait décidé de le faire. Alors pour transformer le lin, ce qu'on va faire en premier, c'est planter les graines.
C'est vraiment la première étape de tout. Les petites graines, ils sont dans les caboches de lin juste ici. À l'intérieur de cette caboche-là, il y a entre 8 et 10 graines de lin. Ces graines de lin-là, c'est une variété particulière. Nous, ce qu'on utilise, c'est du lin textile. Il existe aussi du lin oléagineux, qu'on utilise beaucoup plus pour les graines de lin et pour l'huile. Et il existe aussi le lin textile et le lin décoratif. Donc, 3 variétés différentes. Ces petites graines-là, on va les semer à la levée, puis le lin va prendre 100 jours à pousser. Ensuite de ça, on va l'arracher, on va le mettre au sol pour qu'il devienne brun comme ça. Ça, c'est l'étape du rouissage. Quand il est bien rouillé, à ce moment-là, l'espèce de colle qui retient les fibres ensemble va s'être dissoute et puis la fibre va être facile à extraire pour pouvoir le transformer. Quand on arrive au moment des corvées comme telles, la première étape, c'est de récolter nos graines pour l'année d'après. Alors, ce qu'on va faire, c'est le battage du lin au fléau. Alors, le fléau, c'est l'outil que notre bénévole tient aujourd'hui dans ses mains. C'est vraiment 2 bouts de bois reliés par des lanières de cuir. Et puis, avec son outil, il va venir frapper sur les petites caboches de lin, les petites boules, pour libérer les graines de lin. Ça fonctionne très bien. Par contre, ce qu'on retrouve par terre, c'est beaucoup de paille, les résidus de la caboche, qui sont mélangés aux graines. Donc, on va vouloir trier ça pour pouvoir le conserver comme il faut pour l'année d'après. C'est à ce moment-là qu'on va faire le vannage. Alors, ici, on a M. Yvon qui va nous faire une petite démonstration de vannage. Est-ce que tu veux nous montrer ça? Donc, vous voyez à l'intérieur, il y a beaucoup de paille qui est mélangée aux graines. Donc, en utilisant le vent, on va venir, comme ça, lancer les graines en l'air. Et puis, ça va faire une espèce de petit tourbillon d'air à l'intérieur qui va chasser toutes les pailles plus légères et on va conserver que les graines plus lourdes. On voit à l'intérieur, c'est déjà en train de devenir brun foncé. C'est vraiment la couleur des graines de lin. Donc, on va pouvoir mettre ça en pot et le conserver pour l'année d'après. Après ça, on va vraiment commencer les étapes de transformation de la fibre comme telle. Alors, la fibre, c'est réellement l'écorce du lin. On le voit juste ici. Si on détache, on voit que la fibre se retrouve à l'extérieur, puis à l'intérieur, il y a une petite paille qui est blanche jaunâtre. Et puis, celle-là, on va la casser, on va l'enlever, puis on va conserver que l'écorce du lin. Pour enlever cette paille-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le brayage. En termes français de France très beau, ça serait le broyage. Mais en langage de l'époque, ce qu'on va faire, c'est du brayage. Veux-tu te montrer rapidement le brayage? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient casser la petite paille qui est à l'intérieur, on la voit qui tombe au sol, puis on conserve que la fibre qui est l'écorce du lin. Donc, vous voyez, ça s'en vient de plus en plus. Par contre, à l'intérieur de tout ça, il y a encore beaucoup de résidus de paille. Ça serait difficile à filer parce qu'il y a encore des impuretés à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler le lin. Pour tailler le lin, on peut utiliser un petit couteau en bois ou on peut aussi utiliser le moulin flamand. On va envoyer une couette de lin à l'intérieur. La couette de lin va se faire frapper à différentes reprises. Ça va faire tomber les petites pailles. Puis on va conserver seulement qu'une belle couette de lin comme ça. Je pensais que c'était un ventilateur, non? Oh non, c'est beaucoup mieux qu'un ventilateur. C'est un moulin flamand. Après ça, on va pouvoir peigner nos fibres. Donc, on va peigner les fibres avec un peigne qui est comme ça ici. Donc, on envoie une couette à l'intérieur, on tire. On a un très bel exemple juste ici. Continue, continue. Montre-nous ça, montre-nous ça. On l'envoie comme ça à l'intérieur. Puis, ça va finir de détacher toutes les fibres. On va obtenir des fils très, très fins. Et ça va aussi enlever, mélanger, ça va enlever l'étoupe de la filasse. La filasse, c'est les plus longues fibres, puis les fibres les plus courtes, c'est l'étoupe. Ce qu'on utilisait autrefois pour isoler les maisons en bois rond et calfeutrer des bateaux aussi. Donc, vous voyez, ça devient vraiment comme des cheveux très, très fins, très soyeux. Après ça, on va filer notre lin. Un filage au rouet. Donc, ça, c'est vraiment le rouet qui était utilisé par nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Donc, ça fonctionne à pédale. On active la machine. Cette machine-là va faire 2 opérations en même temps. Elle va torsader les fibres qui vont former le fil, mais en plus de ça, c'est qu'elle va tirer le fil à l'intérieur qui va venir s'enrouler sur la bobine qui est juste ici. Donc, c'est un mécanisme très simple, mais très astucieux, qui nous permet de filer comme ça des très beaux fils en continu. Une fois que c'est fait, bien là, on peut vraiment aller à la dernière étape, qui est le tissage. Mais on peut aussi le transformer différemment. On pourrait tricoter, faire des nœuds, faire de la dentelle. Et le tissage, ça, c'est l'expertise de nos fermières ici à Saint-Léonard, donc qui sont placées juste au bout là-bas, qui ont des petits métiers à tisser, puis qui expliquent toute la science du tissage, qui est très compliquée aussi. Il faut tout entrecroiser les fibres comme il faut pour obtenir un beau tissu, puis on peut faire des motifs aussi au travers de ça. Alors aujourd'hui, au Festival du lin, en plus de ça, on avait de la vannerie, donc des produits qui sont faits avec du lin plié.
On a aussi de l'artisanat autochtone avec Yannon Chia qui est en train de faire une démonstration de perlage à l'ancienne. Et on a Ksenia Kiseleva de Métiers Dorés qui est une experte fileuse qui fait des démonstrations, en plus de nos fermières. Donc, sur le site du Festival du lin, toutes sortes d'activités. On s'amuse bien. Le coordonnateur du chantier loisirs de Portneuf Ensemble était de passage en studio ce mercredi pour parler des activités qui sont offertes aux Portneuvois. Voici cette entrevue. Alors, on accueille maintenant en studio M. Yoni Détré, qui est coordonnateur au chantier loisirs et appartenance sociale de Portneuf Ensemble. Bonjour, M. Détré. Merci d'avoir accepté de venir parler à CJSR de plusieurs choses, mais entre autres du chantier loisirs et appartenance sociale de Portneuf Ensemble. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Alors, le chantier loisirs et appartenance sociale de Portneuf Ensemble est un des 6 chantiers de la démarche en développement social. Et la vision globale de ce chantier est de rendre le loisir et la vie communautaire accessibles à tous, tout en développant le sentiment envers la communauté. Et justement, c'est donc votre mission, mais pourquoi c'est important d'encourager les loisirs dans la région de Portneuf? C'est très important. Ça a été une concertation qui a été décidée il y a quelques années, que le loisir était important pour sortir les gens un petit peu de chez eux, briser l'isolement. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de transport, il faut développer des activités sur place, dans le comté de Portneuf, et essayer de donner le plus d'activités gratuites pour les gens de Portneuf. Et justement, vous faites plusieurs actions pour ça. On s'est rencontrés la semaine passée, justement, à Saint-Léonard de Portneuf. Il y avait une activité de jeu de société. Ça, c'est des choses que vous faites dans le cadre de votre chantier. C'est ça, tout à fait. Les soirées de jeux de société sont arrivées là depuis peu. On a un carnet de réservation jusqu'en août 2025. Et effectivement, c'est des soirées de jeux de société gratuites pour les municipalités ainsi que pour les gens qui y participent. On arrive avec 5-6 bénévoles et puis on anime une soirée pendant 2 heures où les gens peuvent profiter de tous les jeux de société sur place et puis en profiter gratuitement et c'est convivial comme événement. Et ça, c'est une des exemples des actions qui sont faites au niveau du chantier de loisirs et appartenance sociale. Quelles sont les autres choses que vous faites pour répondre à votre mission qui est de briser l'isolement et de peut-être faire des activités dans les municipalités directement? Alors effectivement, moi je suis aussi le coordonnateur du programme Accès Loisirs dans la région de Portneuf, qui est un programme de lutte à la pauvreté qui est arrivé, qui essaye d'être implanté en tout cas depuis 14 ans sur Portneuf, la région. Et moi je l'ai pris en place depuis septembre 2023. Et je m'occupe de ce programme, donc voilà, avec 2 inscriptions 2 fois dans l'année. Et justement, ça touche à quoi les inscriptions? J'imagine que vous avez une multitude d'activités. Oui, en fait, comment ça fonctionne, le programme Accès Loisirs, on a des partenaires avec qui on a discuté, qui nous offrent des loisirs, ainsi que les municipalités aussi qui nous donnent les loisirs qui peuvent leur rester à la suite des inscriptions. Et nous, on les offre gratuitement aux personnes qui viennent participer aux inscriptions à partir du moment où elles sont sous un seuil de revenus. OK. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour Accès Loisirs. Donc, c'est un programme qui, vous l'avez dit, c'est 2 fois par année. Et justement, en septembre, là, on vient de terminer la période d'inscription. C'est ça. On a une session d'automne et une session d'hiver. Et là, la session d'automne s'est terminée effectivement la semaine dernière. Il faut savoir que lorsque je suis arrivé, il y avait 7 points de service, donc 7 municipalités qui participaient au programme sur les 18. Et aujourd'hui, on a 12 points de service sur les 18, on en a développé 5 de plus et on a vraiment cœur à avoir les 18 sur 18 très rapidement. Donc l'ensemble des municipalités pour offrir ça. Et est-ce que vous voyez que les gens sont au rendez-vous pour ce service-là? C'est ça, un service qui est bien utilisé? Oui, de plus en plus. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'on peut donner des loisirs, mais c'est pas bien parce qu'on comprend qu'effectivement la vie devient de plus en plus onéreuse et que les gens ont besoin de ce type de service. Donc ça augmente, tout à fait. Et au niveau, parce que là, en fait, c'est au niveau d'Accès Loisirs, les inscriptions qui sont faites. J'aimerais qu'on retourne avec votre chapeau là, de coordonnateur au chantier Loisirs et appartenance sociale, parce que oui, on a parlé des jeux de société. Bon, c'est depuis peu que vous avez commencé ça. Et à ce niveau-là, est-ce que vous voyez que la population et les villes aiment la démarche? Écoutez, c'est simple. À partir du moment où j'ai envoyé le courriel pour annoncer que Portneuf Ensemble allait faire des jeux de société, le téléphone a sonné, il n'a pas arrêté pendant 2 heures. On nous a réservé jusqu'au août 2025 avec un événement
par mois, par ville. On va essayer de passer dans toutes les municipalités. Mais oui, c'est très intéressé, ce type d'événement. Et est-ce que c'est une démarche aussi qui intéresse les municipalités à poursuivre après votre passage? Oui. Tout à fait. Les municipalités veulent poursuivre ce type d'événement indépendamment. Elles nous ont demandé si on pouvait revenir régulièrement, toutes les semaines, mais comme je vous ai dit, notre but c'est de passer dans toutes les municipalités de la MRC dans un premier temps. Mais oui, tout à fait. Ouais. C'est un événement qu'elles vont gérer de façon autonome elles-mêmes. Ouais. Donc l'initiative a un peu planté peut-être la graine? Oui, c'est ça. Ça a peut-être donné un petit boost aux municipalités pour se lancer dans ce type de projet. Ouais. Et au niveau du chantier, il y a aussi les cafés réseautage qui sont organisés? Oui, tout à fait. Les cafés réseautage, c'est tous les premiers mardis du mois où on invite tout type de partenaires, municipalités et autres, même personnes citoyennes qui viennent et qui vont nous parler de projets ou autres informations nécessaires dans la région de Portneuf. Ouais, tout à fait. Monsieur Yoli Détré, vous êtes coordonnateur chantier loisirs et appartenance sociale, également impliqué au sein du programme Accès loisirs de la MRC de Portneuf. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie justement de participer à ces services, comment peuvent-ils le faire? Ils peuvent nous contacter par le biais du site internet, donc portneuvensemble.com, ou alors par le biais de mon courriel directement, loisirs@solportneuf.org, ou même par téléphone directement que vous trouverez sur le site internet. Yoli Détré, je vous remercie d'avoir été des nôtres. En terminant, pouvez-vous nous dire là, les prochains cafés réseautage, la prochaine soirée de jeux de société, ça se trouve à être où et quand? Alors, le prochain café réseautage, ça sera le mardi 1er octobre, donc en ligne, toujours sur la plateforme Zoom. Et puis, le soirée de jeux de société, ça sera le jeudi 17 octobre à Deschambault-Grondines, donc de 18h30 à 21h. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Le Centre d'expertise régionale en biomasse situé à Saint-Marc-des-Carrières tenait une fin de semaine porte ouverte les 21 et 22 septembre dernier. CGSR a envoyé Arthur Bordelot pour réaliser un reportage. Voici son reportage. Durant la fin de semaine du 21 au 22 septembre, le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse a ouvert ses portes au public. Le centre a pour but de valoriser la biomasse, une matière qui a souvent été tournée vers les sites d'enfouissement. C'est le premier événement du genre où on vient voir le fonctionnement d'équipements de chauffage à la biomasse. On a ici un équipement qui a 300 kW de puissance qui peut chauffer, on va dire, environ 25 maisons. Donc, la programmation dans les équipements est toute montée spécialement pour être capable de former des opérateurs de chaufferie, les calibrer. On est dans la première école en Amérique sur les chauffeurs biomasse. La déconstruction, c'est quand il y a des bâtiments qui sont déconstruits, il y a souvent beaucoup de bois là-dedans qui pourrait être récupéré puis transformé en énergie. Donc souvent, on va avoir du tri à faire pour éliminer le bois qui est contaminé, etc., par de la peinture. Mais il y a quand même beaucoup de bois là-dedans qui est non contaminé, qui pourrait servir à alimenter des systèmes de chauffage à la biomasse. Diverses compagnies liées directement ou indirectement à la biomasse étaient présentes pour les portes ouvertes. J'ai discuté avec Marie-Lise Lemay, la représentatrice au développement des affaires chez Prométal Plus. Pour nos chaudières, à nous, on parle de résidus de bois. Donc, ça peut être des résidus forestiers, ça peut être du bois de post-consommation dans les écocentres, quand on va porter notre bois de déconstruction ou les entreprises qui fabriquent des meubles, ils ont tout le temps des petits résidus à la fin, les scieries. Donc, c'est une belle façon de revaloriser une matière qu'on a en abondance. C'est une valorisation d'une matière qui normalement serait enfouie. Il y a plusieurs entreprises qui payent pour enfouir leurs résidus parce qu'ils ne peuvent rien faire avec, mais là, c'est une belle opportunité de lui donner une valeur, puis même de générer un revenu au lieu de générer une dépense avec ces résidus-là. Donc, ici, il y a un réservoir, c'est pour la recherche et le développement. Ce réservoir-là, le petit réservoir, il est alimenté par le gros réservoir extérieur. Si, un exemple, on a une demande, parce que là, c'est ça qu'on va faire avec les centres de recherche, c'est qu'on a de la biomasse qui peut arriver de Gaspésie, on va nous demander de faire des évaluations de ces combustibles-là, comment ils font d'émissions, comment ils produisent de kilowatts au mètre cube,
Donc, nous, l'équipement est tout monté pour ça. On va être capable de faire des mixages de combustible pour ne pas transporter les combustibles, que ce soit vraiment des circuits courts, d'économie circulaire. Ça va? Tu sais, quand on dit que 42,6 des GES sont émis par le transport, pensez à ça, là, tout le monde capote sur les GES émis par le transport. Comment est-ce qu'on peut réduire le transport de propane puis de mazout vers la Abitibi, Sept-Îles, les régions éloignées du Québec, en utilisant ce qui est gaspillé localement? Une tonne de biomasse, là, à 20 tu élimines 340 litres d'huile à chauffage. OK? Fait que là, si dans ton village, tu consommes, je sais pas, au moins 50 000 litres d'huile à chauffage, bien, tu peux remplacer ça par de la biomasse. Là, ça te donne des chiffres assez probables. Donc, ici, on est dans la salle mécanique. La salle mécanique, c'est, autrement dit, toute la salle de distribution d'énergie partout dans le bâtiment et dans les dalles de béton extérieur. Le centre est équipé d'un système de réchauffement pour faire fondre la neige et la glace autour du bâtiment. Des sondes détectent si le sol est couvert de neige. Cette opération est donc complètement automatisée. Donc, on n'a pas de déneigement à faire devant toutes les portes. On a eu des demandes, ça, on a ajusté ça parce qu'on a eu des demandes de municipalités qui veulent installer des RPA, des centres de personnes âgées, puis d'avoir tous les trottoirs d'entrée chauffés, même les parkings chauffés, pas de déneigement. Pour votre information, au Québec, l'année passée, il y a eu 20 000 chutes sur la glace qui ont demandé hospitalisation. Il y a eu 937 décès. Je vais vous faire remarquer le bâtiment qui est ici. La tour, le bâtiment il est vert foncé. Les portes sont noires. Le toit du bâtiment est noir. On produit énormément de chaleur via le solaire ici. Cette chaleur-là, on va la réutiliser pour le séchage du copeau. Donc, on a un système de séchage de copeaux qui est bi-énergie. Avec la chaufferie et aussi avec du solaire. Tout le mur du côté nord-est, on a fermé les soffites. On les a bouchés. Donc, quand le ventilateur part, ici, la pièce est fermée, le toit ici est ouvert, on va aspirer l'air du grenier, qui est surchauffé parce que le toit est noir, puis les soffites sont ouverts du côté sud-ouest. Donc, les murs produisent énormément de chaleur d'énergie qui est aspirée par les soffites les voûtes. On emmène tout ça ici, OK? Puis on sèche du copeau avec de la biénergie solaire et copeau. Cet été, je séchais du copeau juste avec le solaire. On est à 42 Celsius en continu tout le temps ici. La chaleur est produite là-bas. Ça s'en vient dans ce tuyau-là. Ici, on a un vide en dessous des grilles. Ces grilles-là, l'énergie qui est produite là-bas vient sortir ici à travers le copeau. OK? Donc, si on veut sécher du combustible, on en met 3 pieds d'épais. Ça prend à peu près 3 jours. Après ça, on pousse ça sur le tas. Okay? Donc, on a la capacité de sécher environ 15 tonnes semaine. Si on l'emplit ça, 12 pieds d'épais, il y a 200. Si la jetterais cette énergie-là d'Hydro-Québec à 10 cents du kilowatt, tu as 240 000 $, d'énergie ici de stocker. Ça, là, ça ne valait rien. On a des gens d'un peu partout au Québec qui ont les mains dedans. C'est c'est l'arrimage entre le théorique et le pratique. Des gens comme moi, des gens comme Saint-Jean-de-Dieu qui produisent du combustible. Donc, on fusionne la théorie et la pratique. C'est ce que j'ai jamais eu. Donc, les centres de recherche, universités, etc., ça va tout travailler avec nous autres. Les Journées de la culture ont lieu les 28 et 29 septembre. Partout dans la région, des activités culturelles sont présentées à la population. Au Moulin Marcoux, une nouvelle exposition basée sur un poème d'Émile Nelligan est lancée ce jeudi soir. Voici mon entrevue avec Hélène Gagnon, l'une des organisatrices. Ici Danick Julien, on est présentement avec Hélène Gagnon de chez Pont-Brillant, Joaillerie Orfèvre, pour l'exposition Nelligan en couleur, ici au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Bonjour, Madame Gagnon. Oui, bonjour, Danick.
Madame Gagnon, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette exposition-là qui est présentée ce soir en première pour le 26 septembre? En fait, c'est l'exposition, c'est la romance du vin qui a été sérigraphiée dans les années 91 par Paul Moore et puis La Douceur qui est quand même un artiste qui est peut-être plus ou moins connu, mais qui vaut la peine d'être connu puisque c'est un grand illustrateur. Ça a été un des premiers réalisateurs de Radio-Canada, le fondateur de Télémétropole, le fondateur de l'Association des aquarellistes du Canada. Et Paul Moore et La Douceur travaillaient déjà un peu ensemble parce que La Douceur faisait de l'illustration et ils ont décidé, en 1988, La Douceur a décidé de rendre hommage à la littérature québécoise. Il a hésité entre Gabriel Leroy, la détresse et l'enchantement, ou la légende, ou le poème de Nelligan. Alors, il a choisi Nelligan parce qu'il trouvait que ça s'y prêtait très, très bien à la technique de sérigraphie, puis il trouvait le poème magnifique avec de la force et ça pouvait vraiment l'inspirer dans sa créativité. Donc, ce sont 9 œuvres d'art qui ont été faites pour le poème La romance du vin de Nelligan. Ce sont 9 sérigraphies qui composent un boîtier d'art. Okay? C'est un boîtier qui comprend les 9 sérigraphies, quelques pages de texte et les 9 quatrains. Même les quatrains ont été... La calligraphie des quatrains a été conçue par La Douceur lui-même. Ils ont pris 4 ans, Jean-Paul et Paul Moore, pour réaliser ce projet-là. Ils ont pris 4 ans pour faire 99 coffrets. 99 numérotés. J'oublie les hors commerce et puis les épreuves d'artistes. Alors, c'est des coffrets maintenant, c'est vraiment très précieux comme coffret. C'est une œuvre d'art. Certains coffrets se trouvent au Musée de Tokyo, dans la Bibliothèque nationale, à l'université. Et tout le fonds de Paul Moore, d'ailleurs, a été versé à la Bibliothèque nationale. C'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui de voir cette exposition-là au Moulin. En plus, ce sont les encadrements de Paul Moore qui a réalisé en 1991, parce que Paul encadrait ses œuvres. Alors, c'est une œuvre qui, finalement, c'est daté un peu de 91, mais ça n'a pas tout à fait vieilli. C'est là qu'on comprend que l'art est un peu intemporel, mais de le voir ici dans le Moulin de 1871, un poème de fin 19e siècle, de 1888, je crois, et réalisé en 91, puis en 2024 au Boulay-Marcoux. Moi, je trouve ça magnifique. C'est un beau cadeau qu'on fait au Moulin. La corporation a accepté d'accueillir cette exposition-là jusqu'au 22 octobre. Alors, c'est ouvert en fin de semaine pour les Journées de la culture. Donc, les vues de Neuville ont bien travaillé justement pour ça. On voit derrière vous, il y a des bannières qui ont été faites. Vous avez quand même justement fait plusieurs travaux là, pour pouvoir présenter cette exposition-là. Le montage d'une exposition, dans le fond, ça paraît pas, mais il y a un travail qui se fait en amont. Alors, il y a le concept de l'exposition. On avait l'avantage d'avoir les œuvres. Alors, il y a les textes. Les textes ont été travaillés. J'ai demandé à Ville-Neuville de collaborer avec nous, chez Pontbriand. Alors, on le fait en équipe. Aubert Tremblay et moi, on a travaillé les textes. Chez nous, on a une designer graphiste, Sylvie Laroche, qui a fait tout le concept graphique. Et on a tout fait fabriquer ça chez Corbeau-Borgia, avec Steve Beaulieu, qui ont fait un excellent travail. Et le Moulin nous accueille. Alors, je considère que c'est une œuvre maison, c'est une œuvre locale. Alors, je suis très fière. Puis ça a été... Et l'installation, on voit Nicole encore qui n'a pas terminé, là. Alors, et M. Pontbriand. Alors, je pense que c'est une exposition qui vaut la peine d'être vue. C'est vraiment une richesse d'avoir ça au Moulin. Madame Gagnon, pourquoi Pontbriand Joaillerie Orfèvre a mis la main sur les sérigraphies de Paul Moore? C'est très drôle, j'oserais dire que c'est à cause d'un petit calice. Ouais. C'est très drôle, parce que M. Pontbriand est orfèvre, donc il restaurait en tout cas des vases sacrés, et les moines capucins lui ont demandé de restaurer un petit calice de voyage de Paul Moore. Et lorsqu'on a livré le calice, c'est Paul Moore qui nous a accueillis. Les moines capucins, leur maison mère, était à l'époque à l'église Saint-Charles à Limoilou. Maintenant, ça a été vendu. Et là, Paul Moore et M. Pontbriand ont vraiment sympathisé. Et Paul Moore, puisqu'il fait de la sérigraphie, faisait de la sérigraphie. M. Pontbriand faisait de la sérigraphie. Ils sont mis à parler d'art et tout ça. Et c'est là que Paul a demandé à Martin, lui a dit qu'il défaisait son atelier parce que Paul Moore est âgé de 93 ans. Et il fallait qu'il démantèle tout ça. Puis il restait encore quelques coffrets. Puis ce qu'il voulait, c'est de faire connaître cette œuvre-là et de la diffuser. Alors, on a pris un engagement. C'est une promesse qu'on honore ce soir. Alors, Paul Moore a nommé Martin Pontbriand
gestionnaire, mandataire. Il ne nous les a pas donnés du tout. On n'est pas propriétaire de l'œuvre. Mais si parfois il y a des gens intéressés à acquérir une œuvre, il y a un volet, il y a un pourcentage de la vente qui va aux œuvres de Paul Moore. Puis ces œuvres, ce sont les adolescents en difficulté, désorientés. Alors Paul Moore fait beaucoup d'écoute. Et puis c'est comme ça et c'est ça. Là, je pense que ça a été vraiment de honorer cette promesse-là. Et je suis très contente parce que ça fait déjà 2 ans. Puis on va envoyer des photos à Paul Moore demain parce qu'il ne peut pas venir. Et là, ce soir, j'aimerais qu'on en parle rapidement. Il y a aussi Néligan en musique qui sera présenté par Robert Tremblay. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Oui, c'est vraiment un beau projet qu'Aubert a initié et qui a eu l'idée. C'est que chaque Aubert, accompagné d'un contrebassiste, de Nicole à la voix et d'un diseur. Alors, chaque poème va être récité par Daniel Huot. Et puis, Aubert a choisi, pour illustrer chacun des poèmes, chacun des quatrains du poème, une chanson. Une chanson, ça peut être du Brel, ça peut être du Baudelaire, une chanson qui illustre l'esprit de chaque quatrain. Alors, on aura un petit spectacle de 45 minutes parce qu'il n'y a que 9 quatrains, mais je pense que ça va donner toute une dimension à l'œuvre qui va enrichir beaucoup l'exposition. Alors, l'exposition, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, elle commence ce soir, 26 septembre, ça termine quand? Oui, ce soir à 19h jusqu'au 22 octobre. Jusqu'au 22 octobre, oui. Donc on vient selon les heures d'ouverture du Moulin Marcoux pour venir l'apprécier. En fin de semaine, parce que c'est les Journées de la culture, Vue de Neuville va assurer une présence samedi et dimanche de 13h à 16h. Puis après, c'est les heures du Moulin. Alors, l'invitation est lancée. Oui, c'est bien, mais merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Bonjour, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ce dimanche 20 septembre, à Donnacona reviendra le salon Beden et Bambin au Centre Alliance Donali. Le salon est dédié aux jeunes parents de familles de la région. Une vingtaine d'exposants diversifiés seront sur place pour répondre aux inquiétudes et aux questions des parents. De 9h à 11h, les enfants pourront se faire maquiller gratuitement. À 10h, 2 mini-conférences seront présentées. La première, saviez-vous que se déplacer à 4 pattes aide bien à écrire, par Mme Crayon? Et la deuxième, saviez-vous que l'hypnose peut aider plusieurs problématiques du quotidien chez vos jeunes, tout en étant très sécuritaire, par Marie-Claude Gérard de Tandem Hypnose. En plus d'avoir accès à un jeu gonflable toute la journée, les petits et grands seront invités à participer à l'entraînement familial offert par des entraîneurs du Bougeotte et Placotine Pont-Rouge à 11h. Le salon Beden et Bambin est une présentation de coaching familial La Lanterne Entreprise qui est dirigée par Mme Laurie Boisvert. On poursuit à Saint-Raymond au niveau de ce qui se passe au niveau de la route. La ville avise la population que l'avenue Saint-Louis sera à nouveau fermée à la circulation à partir de lundi 30 septembre et pour une période de 3 à 4 semaines. L'entrave est située entre la rue Saint-Cyril et la rue Édouard-Panet. Cette fermeture est nécessaire afin de finaliser les travaux en cours dans le secteur, donc les trottoirs, les têtes, les puisards ainsi que le pavage. La circulation locale sera permise seulement les résidents du secteur de l'avenue Saint-Louis, Saint-Simon, Octave et de la rue Sainte-Claire pourront accéder à leur résidence via l'avenue Morel et la rue Sainte-Hélène. Bon, pour le détour, les automobilistes devront éviter le secteur, emprunter la route des Pionniers et le chemin Bourg-Louis. Sur la route, des panneaux de signalisation permettront de bien diriger la circulation. L'ouvroir de Donnacona a réalisé des travaux pour l'installation de leur nouveau local à Donnacona le 14 septembre 2024 dernier avec l'aide de 28 bénévoles, dont des employés d'Alcoa Aluminerie de Deschambault. L'ouvroir Donnacona poursuit donc ses travaux et en plus de l'aide de bénévoles de la communauté, l'organisme a reçu un chèque de 3 000 $ d'Alcoa grâce au programme Action qui vise à soutenir l'engagement
des employés. Cette journée-là, dès 8 h du matin, les bénévoles s'affairaient à installer un plancher dans la partie réception. C'est donc ce qui complète l'émission Info CJSR en ce 26 septembre. Mon nom est Danick Julien. Je vous rappelle que le bingo poursuit ce dimanche à compter de 18 h. L'improvisation Portneuf-Alouette, elle commence le 30 septembre, donc lundi prochain, pour le match d'ouverture. L'invitation est lancée et le tout ensuite est rediffusé sur la plateforme de CJSR. Merci à toute notre équipe, à Carole, à Luc, à Arthur également pour son reportage, ainsi que nos invités qui se sont déplacés en studio. Je pense à M. Dolbeck et à M. Yoni Détré qui étaient des nôtres. La semaine prochaine, on discute de plusieurs autres choses ensemble. C'est à ne pas manquer. Mon nom est Danick Julien et je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se laisse avec des images des musiciens du Festival du Lin.